On continue le chapitre sur le dénombrement. Faites attention, cette écriture-là n'implique pas que E soit un ensemble de cardinal n. En effet, si ici les éléments ne sont pas tous distincts 2 à 2, évidemment l'ensemble E contiendra strictement moins de n éléments. Par exemple, si x1 et x2 sont égaux, évidemment, il n'y aura pas n éléments, il y en aura au plus n-1. D'ailleurs, l'application, si toujours dans le cas où x1 et x2 sont égaux, l'application qui envoie 1 sur x1, 2 sur x2, 3 sur x3, et ainsi de suite, n'est pas bijective, en fait elle n'est même pas injective, puisque 1 et 2 auront la même image, x1 x2. Avançons. Donc oui, donc cette égalité car 2 égale n, elle est vraie si et seulement si les éléments qui sont là sont 2 à 2 distincts. Encore une propriété intuitive, très intuitive, si on prend E un ensemble non vide et de cardinal n, et qu'on prend A l'un de ses éléments, alors E privé de A est un ensemble fini de cardinal n-1. Donc vous comprenez que c'est particulièrement simple, on est juste en train de dire que si on prend un ensemble fini et qu'on lui enlève l'un de ses éléments, le cardinal a diminué d'un cran. Donc ça aussi, le programme officiel stipule qu'il n'est pas nécessaire de démontrer ce lemme. La démonstration n'est pas si évidente que ça, il faut évidemment revenir à la définition. Donc pour ça, on prend phi une bijection de E dans l'ensemble 1n, et on pourra distinguer deux cas selon si phi de A égale n ou phi de A est strictement plus petit que n. Pourquoi? Parce que dans le cas phi de A égale n, c'est particulièrement simple. On peut tout simplement considérer phi restreinte à E privé de A, qui du coup est une bijection de l'ensemble E privé de A dans l'ensemble des entiers compris entre 1 et n-1. Vous comprenez? Phi de A, enfin A était envoyé par phi sur n. Donc si on enlève A dans l'ensemble de départ et qu'on enlève n dans l'ensemble d'arrivée, on conserve une bijection donc de l'ensemble E privé de A dans l'ensemble des entiers compris entre 1 et n-1. Du coup, on a bien démontré le résultat. C'est un peu plus compliqué si phi de A est strictement plus petit que n, mais on peut se ramener assez simplement quand même au cas précédent. De ce lemme, on peut en déduire le théorème 1 suivant, soit E un ensemble fini et F une partie de E. Alors F est évidemment lui-même un ensemble fini, et le cardinal de F est inférieur ou égal au cardinal de E. Et en plus, on a équivalence entre le fait que les cardinaux soient égaux et que les ensembles soient égaux. Donc ce théorème 1 peut se démontrer de manière simple par récurrence sur l'entier n qui désigne le cardinal de E, et dans la partie hérédité, pour augmenter d'un cran le cardinal de l'ensemble, c'est bien ce qu'on fait dans la partie hérédité, ou plus exactement pour diminuer d'un cran le cardinal de l'ensemble, on pourra appliquer le lemme, afin donc de diminuer le cardinal de l'ensemble pour pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Ce théorème a une certaine importance. Si on y réfléchit, il dit notamment qu'il est impossible qu'un ensemble fini soit en bijection avec l'une de ses parties strictes. Pourquoi? Parce que si on prend E un ensemble fini et F l'une de ses parties strictes, donc F inclus dans E, et F et E ne sont pas égaux. Donc, en tout cas, E et F sont deux ensembles finis. Et vous comprenez bien que du coup, si E et F sont deux ensembles finis et en bijection, ils auront même cardinal. Donc F et E, automatiquement, devraient être égaux. Donc je viens de vous démontrer par l'absurde qu'un ensemble fini ne peut pas être en bijection avec l'une de ses parties strictes. Ou en tout cas, si E est en bijection avec l'une de ses parties, je répète le raisonnement, si E est en bijection avec l'une de ses parties, alors E et F ont même cardinal, et du coup E et F sont égaux. Et du coup, un premier exemple, c'est que l'application qui envoie n sur 2n, donc ça c'est bien une bijection, entre quoi? Entre l'ensemble de tous les entiers naturels et l'ensemble des entiers pairs. Donc c'est une bijection entre une partie de n et l'une de ses parties strictes. Du coup, comme ce phénomène ne peut pas se produire dans le cas des ensembles finis, on vient de démontrer ici que l'ensemble grand N est un ensemble infini. Donc vous voyez, ce théorème, au final, donne une démonstration simple du fait que l'ensemble grand N est un ensemble infini. Revenons aux ensembles finis.
si E et F sont deux ensembles finis et disjoints, alors E union F aussi est un ensemble fini, bien sûr, et le cardinal est égal à la somme des deux cardinaux. Donc ça, on le connaît, ce résultat, c'est particulièrement intuitif, et on sait bien que c'est important que les deux ensembles soient disjoints, puisque évidemment, si on faisait cardinal de E plus cardinal de F, on compterait évidemment deux fois les éléments qui sont à la fois dans E et dans F. Donc j'ai fait un petit dessin ici, on va considérer que E c'est l'ensemble de ces trois points rouges, et F c'est l'ensemble de ces deux points bleus. Évidemment j'ai trois points rouges et j'ai deux points bleus, donc au total j'ai 5 points. Mais donc évidemment, admettons qu'on sache qu'ici il y a 3 points. Donc comment on fait pour dénombrer les éléments de cet ensemble? On crée une bijection qui envoie ce point sur 1, celui-là sur 2, celui-là sur 3. Et ici, pour dénombrer les éléments de cet ensemble, on crée une bijection qui envoie ce point sur 1 et ce point sur 2. Bon, on est tous d'accord qu'il y a 5 points. Mais en fait, s'il y a 5 points, ça veut dire que je peux créer une bijection de l'ensemble de ces 5 points dans l'ensemble 1, 5. Donc comment fait-on? Lui, je peux continuer de l'envoyer sur 1, lui, je peux continuer de l'envoyer sur 2, lui, je peux continuer de l'envoyer sur 3. Par contre, lui, je peux plus l'envoyer sur 1, puisque sinon mon application ne sera pas injective. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer. Pour dénombrer les éléments de cet ensemble, je m'étais arrêté à 3. Donc lui, au lieu de l'envoyer sur 1, je vais l'envoyer sur 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et ainsi de suite, lui, je vais l'envoyer sur 2 plus 3. C'est-à-dire quoi? Pour l'ensemble des points rouges, j'ai rien changé. Et pour l'ensemble des points bleus, leur image, en fait, je l'ai augmentée de 3, 3 étant le cardinal de l'ensemble des points rouges. C'est exactement comme ça qu'on va démontrer la proposition 2. Donc on note N et P, respectivement le cardinal de E et le cardinal de F. Et le but, c'est de construire une bijection, comme on vient de le faire, de E union F dans l'ensemble des entiers compris entre 1 et N plus P. Donc par définition du cardinal, il existe une bijection petit f de E dans un N et une autre petit g de F dans un P. Et on va définir une application H définie sur E union F de la manière suivante. Donc admettons que E soit mes points rouges et F mes points bleus, comme tout à l'heure. Donc je note H de x égale à F de x si x est dans E. Et par contre, si x est dans F, je note G de x plus le nombre d'éléments qu'il y avait dans E, c'est-à-dire plus petit n. Au passage, cette fonction h elle est bien définie parce que E et F sont disjoints, c'est important de comprendre ça, parce que si E et F n'étaient pas disjoints, si je prenais un élément qui appartiendrait à la fois à E et à F, je ne saurais évidemment pas quelle ligne choisir pour définir la valeur de h de x. Mais là, il n'y a pas de cette possibilité ne peut pas se produire puisqu'il n'existe aucun élément à la fois dans E et dans F. Donc le but, c'est de démontrer que H est une bijection de E union F dans l'ensemble des entiers compris entre 1 et N plus P. Premièrement, on remarque que si x est dans E, alors h de x ça vaut f de x et c'est inférieur ou égal à n. Et inversement, si x est dans f, h de x vaut n plus g de x, et n plus g de x c'est strictement plus grand que n, puisque g de x est au moins égal à 1, donc en tout cas strictement positif, donc tout ça c'est strictement plus grand que n. Donc on va utiliser cette remarque aussi bien dans l'injectivité pour démontrer la surjectivité que l'injectivité. Commençons par l'injectivité. Donc je prends deux éléments de E union F et je suppose qu'ils ont même image, h de x égale h de x'. On va distinguer deux cas. Le premier cas, c'est si h de x est inférieur ou égal à n. Alors dans ce cas-là, on l'a dit, c'est la remarque. Si h de x est plus petit que n, c'est qu'on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où x est dans E. Sinon, si x était dans f, h de x serait strictement plus grand que n. De même, h de x' aussi, il est inférieur ou égal à n, évidemment. h de x et h de x' ils sont égaux, donc si l'un est inférieur ou égal à n, alors l'autre aussi. Du coup, on en déduit que x et x' sont tous les deux dans E. Donc j'en déduis que h de x vaut f de x, et que h de x' vaut f de x', puisque c'est bien la définition quand on a des éléments de E. Donc on a démontré que f de x et f de x' sont égaux, or f est injectif, donc x est égal à x'. De même, si h de x est strictement plus grand que n, du coup h de x' aussi sera strictement plus grand que n. Donc comme ces éléments h de x et h de x' sont strictement plus grands que n, on en déduit que x et x' sont dans grand F. Du coup h de x ça vaut g de x plus n, et h de x' ça vaut g de x' plus n. On en déduit donc l'égalité h de x égale h de x' nous dit que g de x plus n est égal à g de x' plus n. On soustrait n, on obtient cette égalité, et on applique l'injectivité de g pour en déduire que x et x' sont égaux.